Bonjour et bienvenue sur le 3e épisode de votre podcast C'est Carré, un concept qui vous propose de mieux comprendre le marché de l'immobilier. À chaque épisode, je suis en compagnie d'experts qui nous apportent de précieux conseils. Et bien sûr, on le rappelle, on est là à l'initiative de la société Diagadom, qui est donc spécialisée dans les diagnostics. Aujourd'hui, je vous propose de parler des prochaines tendances du marché. Effectivement, on l'a dit précédemment, donc le marché a été très fortement impacté par la crise sanitaire. Mais finalement, que va-t-il advenir de notre cher marché immobilier, notamment en 2022 ? Est-ce que cette année sera propice pour faire un nouvel investissement ? Est-ce que vous pensez peut-être que les prix vont se rééquilibrer ? Finalement, messieurs, dites-nous tout. Que pensez-vous ? Quelles sont les tendances ? À mon sens, faire des prévisions, ça semble très compliqué. Il faut espérer que le marché se rééquilibre et qu'on ait une offre qui soit plus nombreuse et de façon à faire baisser un peu les prix et puis qu'on puisse avoir un certain nombre de biens à proposer à nos clients, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas l'impression que les taux vont augmenter, donc voilà. Ça reste plutôt favorable. Ça reste plutôt favorable. Je pense qu'on va continuer à avoir des demandes de maisons, forte demande de maisons pour l'instant, bien que les 2 derniers mois, il y a quand même eu beaucoup d'appartements de vendus, donc c'est pas facile de trouver Et puis, le curseur. Effectivement, on entend que c'est favorable d'avoir des taux d'intérêt qui sont bas, mais en même temps on achète très cher et pour plus longtemps. Donc l'un dans l'autre, effectivement les prix vont baisser, peut-être que les taux vont augmenter. Donc, parler de prévision, parler de tendance de marché, je pense qu'on ne peut que subir ce que la conjoncture va nous proposer. Une conjoncture finalement fortement impactée aussi par cette crise sanitaire. Donc on le disait précédemment, donc la pénurie elle existait avant la crise, mais elle est peut-être accentuée aussi par cette crise. Elle l'est, c'est sûr. Et elle va probablement continuer. On n'espère pas, mais elle va probablement continuer, puisque peut-être on va subir une 6e vague. Peut-être qu'il y en aura encore une 7e, peut-être que les choses vont encore se ralentir et on ne sait pas, personne n'a vu venir cette crise sanitaire, donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer pour l'année 2022. Finalement, David, quelles sont les tendances ? Court terme, c'est très difficile de le dire. Court terme, c'est vrai que c'est pas facile, mais on peut aussi se projeter un peu plus loin. Moyen terme, je pense que les temps difficiles sont devant nous. La pénurie de logements, c'est un mouvement de fond. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant au début des années 2000, je louais un 110 mètres carrés à 2 à Lyon pour quasiment rien, dans le centre-ville de Lyon. Tout s'est complètement retourné en 20 ans. Le logement, c'est devenu le problème numéro 1 des Français. Il y a un taux d'effort qui a quasiment doublé en Île-de-France. En province, c'est multiplié par 1,5. Le sujet principal des gens, c'est se loger. Les entreprises payent leurs employés pour qu'ils puissent se loger, doivent monter leur salaire parce que tout augmente. Et on le disait, il faudrait construire, c'est-à-dire que globalement, à l'échelle du pays, on ne manque pas d'offres, on manque d'une offre qui est bien localisée. Et bien localisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à côté des emplois qui vivent en 2021, en 2022, et des emplois qui vont continuer à se créer, quoi. Alors, on a parlé lors de l'épisode précédent, le premier, de l'exode vers la campagne et les villes moyennes. Ça sous-tend une idée que les entreprises et les emplois pourraient eux aussi mieux se répartir sur le territoire et aller dans des territoires où il y a plus d'offres immobilières et de logements. Moi, j'y crois pas du tout, personnellement. Quand je vois les nouvelles générations d'employés qui vont faire 5, 10, 15 jobs dans une vie, qui vont vouloir changer, qui vont vouloir avoir des options, parce que et je pense qu'ils ont raison, ils ont moins confiance dans leurs employeurs, qu'ils soient publics ou privés, ils ont envie d'avoir du choix, et en fait le choix vous le trouvez où ? Vous ne le trouvez pas dans les villes moyennes. Le choix dans l'emploi, en fait, vous l'aurez dans les grandes villes. Et donc on va avoir, je pense, non pas un exode rural, mais l'exode urbain vers les grandes villes qui va se poursuivre. L'inverse. Et la pénurie, oui, je pense que ça va être l'inverse, et la pénurie qu'on connaît, elle va s'accentuer et on va se retrouver face à la difficulté du fait que les gens qui sont déjà là dans les grandes villes et en Île-de-France n'acceptent plus trop les nouvelles constructions. D'accord. Et c'est déjà le cas. Finalement, la réponse à cette pénurie, c'est les nouvelles constructions. On est bien d'accord ? Ça ne suffira pas. D'accord. La demande est tellement variée.
Et puis, il y a quand même un réel manque de place. Si on veut garder cet environnement qu'on apprécie tous autour de chez nous, effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de maisons qui sont préemptées pour monter des immeubles, mais on a un voisinage qui n'est pas content. Il y a des contraintes d'urbanisme, il y a une demande qui est extrêmement variée, il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Mais après, il y a des projets, par exemple, comme celui du Grand Paris, qui essayent un petit peu de concilier tout ça, qui essayent de mettre tout le monde d'accord, de proposer effectivement des nouveaux logements qui vont respecter aussi finalement l'urbanisme, enfin, tout ce qui a déjà été mis en place, tout ce qui est consigné, tout ce qui est prévu. Mais pour autant, est-ce que ça va suffire ? On espère que le Grand Paris va permettre de favoriser une offre plus importante et puis que les acquéreurs puissent trouver effectivement chaussures à leurs pieds. On espère. Moi, je rejoins David sur le problème du transport. On en parlait lors du précédent épisode. Effectivement, espérons que le Grand Paris va nous permettre d'accéder beaucoup plus rapidement à tous ces emplois qui sont sur l'hypercentre. Et ça sera peut-être la solution à des logements, à des constructions supplémentaires et peut-être la solution à la problématique du logement actuel. Tant qu'on n'aura pas des logements supplémentaires, les prix vont continuer de grimper de toute façon, c'est évident. Et donc ça va créer une grosse problématique pour se loger. Je pense que ça va s'accentuer sur 2022, c'est ce que disait David. Je pense que sur 2022, ça va s'accentuer. Après, on ne peut pas savoir, mais ça ne va pas être simple. Parce que du coup, pour rebondir aussi sur la question de l'emploi, qu'effectivement les populations suivent finalement les opportunités professionnelles, d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas aussi peut-être se dire que les entreprises, avec justement cette crise sanitaire, vont peut-être aussi repenser leur modèle et pourquoi pas essayer d'ouvrir des antennes dans des villes peut-être moyennes, moins hypercentrées et pas toujours que sur la capitale parisienne. Il y a d'autres possibilités aussi et ce serait peut-être une solution. Quand elles le peuvent, mais il faut voir ce que ça rapporte en fonction de ce que ça coûte. Parce que créer des antennes, ça coûte. Et est-ce que ça rapporte beaucoup avec le télétravail qui est là aujourd'hui voilà, il faut vraiment faire des calculs, ça va pas être évident. Et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les entreprises, quand elles s'implantent en Ile-de-France, c'est comme les habitants, c'est pas de gaieté de cœur. Le foncier est difficile à trouver, les locaux sont chers, les locaux sont rares. Il y a des grandes villes où les locaux professionnels sont plus rares que les logements. Et en fait, pourquoi les entreprises veulent se mettre toutes dans les mêmes villes ? Parce qu'il y a des cadres de vie qui sont préférés. Et deux, parce que les futurs employés sont là. Et donc en fait, les employés suivent les entreprises suivent les employés. Et ce qui... alors on pourrait se dire, ça a toujours été comme ça, pourquoi aujourd'hui on a des problèmes dans les grandes villes ? Il y a quand même quelque chose qui a changé fondamentalement, c'est qu'on change beaucoup plus souvent d'emploi. Si vous travaillez 40 ans dans une même entreprise et que monsieur ou madame fait la même chose, vous pouvez vivre quasiment partout en France, parce que si vous avez trouvé votre job et votre conjoint a trouvé le sien, quelque part, en fait, si vous avez la stabilité de l'emploi à long terme, tout endroit du territoire français quasiment est viable. Et inversement, pour un employeur, si vous emménagez quelque part dans une ville moyenne, vous pouvez espérer en fait, attirer suffisamment d'employés pour venir s'investir durablement dans votre entreprise. Mais dans un monde où le temps moyen d'un employé dans une entreprise, ça dépend des générations. Les générations qui viennent, c'est 2-3 ans, on va dire, dans leur schéma mental. À une époque, si vous faites 10 jobs dans une vie, ça devient un petit peu plus difficile et on voit les entreprises qui se rapprochent des grandes villes, là où c'est plus contraint, où c'est plus cher, elles le font parce que recruter est devenu extrêmement compliqué et donc elles se rapprochent du vivier quelque part. Et inversement, les gens doivent aussi se rapprocher des entreprises. Et donc on se retrouve tous à réaliser un schéma qui n'est pas désiré, c'est employeurs, entreprises et employés à tous venir habiter dans des villes grandes, contraintes, saturées, où il y a déjà du monde. Mais c'est un peu le prix de la liberté d'avoir le choix et de pouvoir changer de travail assez fréquemment dans une vie, quoi. Finalement, est-ce que ce n'est pas la qualité de travail qu'il faudrait changer ? On passe plus de temps au sein de son entreprise qu'à son domicile. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir à comment conserver ses employés de manière à avoir déjà une entreprise beaucoup plus stable et peut-être solutionner ce problème de logement et de déménagement successifs ?
Oui, ça pourrait être une solution. Après, c'est vrai que pour les études dont on parle, c'est peut-être les générations qui sont actuelles, c'est des jeunes générations qui ont un nouveau regard sur l'emploi qui n'est pas effectivement définitif. En vrai, on ne se marie pas avec son travail, on ne prend pas 40 ans direct, on ne signe pas pour 40 ans avec son emploi. Donc il y a plus de mobilité, plus d'envie d'avoir de nouvelles opportunités. Et effectivement, il faut avoir la possibilité de pouvoir aussi changer trouver un logement qui répond à ces critères-là. Mais en tout cas, pour parler de Paris, le Grand Paris, c'est vraiment l'un des défis, en tout cas, qui souhaite être relevé, à savoir de proposer une alternative entre le côté capitale, la grande ville, mais aussi des logements avec de la verdure, des logements avec des aménagements adaptés. Donc finalement, je pense que ça peut être possible. C'est un modèle qui peut être dupliqué sur d'autres villes aussi, à taille plus petite. Je crois que l'Île-de-France, il y a beaucoup de monde, il y a une sensation de saturation qui est partagée. Mais en réalité, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup plus de place que ce qu'on pense. Simplement, après, il faut faire bien les choses. C'est-à-dire que si vous avez un immeuble qui arrive, ou une deuxième maison, les gens vont juger. Si l'immeuble, ils le trouvent beau, s'ils le trouvent bien placé, s'ils le trouvent intelligemment conçu, ils n'auront pas le même avis que si... Économique surtout aujourd'hui. Économique aujourd'hui. Pas énergivore. Pas énergivore. Les gens se projettent si ça ressemble à des choses dans lesquelles ils n'auraient pas envie d'habiter. Donc il y a, je pense, si on veut amener des logements, il faut que ces logements soient acceptables. Et pour qu'ils soient acceptables, il faut que tous les professionnels de la construction fassent des efforts pour que les choses soient belles. Mais après, plus que les professionnels de la construction, mais quand on construit des logements dans une ville, il faut peut-être les infrastructures qui vont avec. Aujourd'hui, on a des villes qui ne connaissaient pas les embouteillages. Il y a des villes qui sont saturées. On manque d'écoles. On parle de Chelles, on parle de Bournay, on peut parler de Champs-sur-Marne. Donc après, oui, tout est lié. Qui dit logement, on dit oui, il faut des écoles, il faut des infrastructures qui vont avec, des parkings, des rues adaptées à la population qui s'agrandit. C'est un peu pour ça qu'on a besoin de la vision de moyen terme. C'est-à-dire que si on regarde que le court terme, tout le monde est en retard sur tout. C'est-à-dire que les infrastructures sont en retard sur les constructions, les équipements, les écoles, et on se demande jusqu'à quand ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde qu'il y a 10 ans. Et il y en a encore d'autres qui sont en train d'arriver. Il y a encore des chantiers en manque de logement. Je n'ai jamais vu autant de chantiers. Et donc, si on n'arrive pas à avoir à moyen terme qu'il y a sociologiquement, anthropologiquement, les choses sont en train de se transformer, que la conséquence du fait qu'on ne travaille plus 40 ans dans une même entreprise ou une même institution, c'est la concentration spatiale des activités et des logements. Si on n'arrive pas à le voir et à l'expliquer, il suffit de penser à ses enfants. Si vos enfants ont 15 ans, 18 ans, 20 ans, demandez-leur où est-ce qu'ils souhaitent vivre. Regardez les sondages sur les moins de 25 ans. Ils veulent vivre dans les grandes villes. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les options, la liberté, ils sont quand même sur un avenir qui est hyper incertain, où on leur prédit la fin du monde, soit pour 2030, soit pour 2040, soit pour 2050. Donc, ils n'ont plus la capacité de se projeter sur des lignes qui font 40 ans. Et donc, quand vous n'avez pas cette vision-là à long terme, ce qu'il vous faut, c'est au moins un petit peu de liberté. Et cette liberté, alors, en pleine campagne, vous avez un peu de liberté, mais en fait, au bout de quelques jours, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de rencontres, pas beaucoup d'opportunités d'emploi, de travail, de clientèle. Et donc, en fait, les opportunités, elles sont où ? Elles sont dans les grandes villes. Et si on n'a pas cette vision un peu long terme, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer en Île-de-France, autour de Lyon, autour de Bordeaux, autour de Montpellier. On ne comprend pas que les gens se rapprochent par besoin. Et effectivement, ce n'est pas choisi. Tout le monde préférait avoir un grand terrain, des arbres, de la nature, etc. Mais il y a un besoin qui est plus fondamental que tout ça, c'est d'être proche de ce que vous recherchez. Vous recherchez quoi ? Des rencontres, des opportunités d'emploi, des services pas très loin. Il y a un slogan, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « La ville du quart d'heure ». C'est-à-dire tout pouvoir faire à pied, à 10 minutes à pied, emmener ses enfants, faire ses courses. C'est un vrai mythe. C'est un vrai mythe, sauf dans les villes très denses. Et quand vous regardez un peu l'aspiration des gens, un village, quelque chose qui ressemble à un village un peu dense, vous pouvez tout faire à 15 minutes à pied, c'est à peu près ça, ce à quoi les gens aspirent. Et quand vous regardez la région Île-de-France, ou les grandes villes comme Bordeaux, comme Nantes, etc., c'est pas impossible. Mais ça suppose de construire plus, d'équiper plus, de densifier plus. Et donc il faut regarder un peu plus loin et se dire qu'il n'y a peut-être pas l'exode vers les campagnes et les villes moyennes, mais c'est peut-être l'exode inverse. Dans l'histoire, quand on regarde entre la campagne et les grandes villes, il y a toujours eu des flux et des reflux.
qui dépendait de comment fonctionnaient les choses. Un monde dans lequel nos parents ont travaillé 40 ans chez Renault, chez Peugeot, à l'hôpital ou dans des institutions publiques, en fait, elle ne peut pas avoir le même aménagement de l'espace qu'un monde où les gens changent de boulot tous les 3 ans. En fait, Mais finalement, ce que je trouve assez intéressant et en même temps paradoxal, c'est que finalement tout le monde est conscient qu'il y a une pénurie, clairement, il n'y a pas assez de logements, mais quelque part en même temps, quand il y a de nouvelles constructions, on sent aussi une réticence. On parlait dernièrement du voisinage, on parlait aussi, pourquoi pas, des élus aussi qui font des PLU hyper complexes à comprendre. Donc finalement, on veut faire, on sait qu'il faut le faire, mais rien ne favorise toutes ces constructions et il y a presque même une réticence et un rejet des voisins et des populations. C'est très paradoxal. Mais pourquoi alors? C'est qu'on veut tous que les prix baissent, mais on ne veut pas avoir comme voisin un immeuble de 4 étages avec 60 logements à côté de chez soi. Donc forcément... Après, ce qu'il y a de positif, c'est que la politique du logement a changé. Dans les années 80, on était plutôt sur des barres d'immeubles qui grimpaient jusqu'à je ne sais pas combien d'étages. Et j'ai quand même la sensation que sur les dernières constructions, on se limite quand même à 5 étages. Et pour le coup, on a quand même quelque chose, un environnement qui est beaucoup plus sain. Donc on se retrouve moins avec des gros ensembles comme on pouvait trouver à l'époque. Et ça, c'est une tendance pour 2022. Je pense qu'on sera sur des logements qui seront axés sur la performance énergétique. Totalement. Voilà, ça, ce sera, je pense, de plus en plus. Une grande tendance des années à venir, de par les contraintes qui sont liées aujourd'hui à cette performance énergétique, où il va falloir... louer ou vendre des logements qui sont de qualité. Isolés, avec des modes de chauffage qui soient en état, etc., etc. Ça va être important dans les prochaines années, je pense. Et pour toutes les nouvelles constructions, tout à l'heure, justement, tu disais que pour rendre les projets plus acceptables, il fallait aussi effectivement que ces projets tout simplement remplissent plusieurs critères. Oui, c'est les critères de performance énergétique. C'est une question qui revient, régulièrement. Là, les consommations des gens qui habitent au sein du logement. Aujourd'hui, ça c'est une véritable tendance dans les années à venir, je pense. Mais ça, probablement que David a plus d'informations sur ce sujet. Mais on est sur des logements forcément très bien isolés. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la construction neuve. Le parc de logements existants, il a beaucoup de potentiel lui aussi. Moi, j'ai un chiffre dans beaucoup de territoires où je travaille. Je regarde un peu ce chiffre tout le temps qui est donné par l'INSEE. En général, je trouve que dans une maison sur 3, c'est une personne seule qui vit. Donc ça vous donne une idée. Ça veut dire qu'il y a eu une famille à un moment, les enfants sont partis, la personne est devenue veuve, et ça veut dire que cette personne, elle ne vit pas dans son logement idéal. En fait, il lui faudrait quelque chose d'autre, il lui faudrait quelque chose de plein pied, il lui faudrait quelque chose de bien isolé, de chaleureux, etc. Et donc quand on regarde aussi qui occupe quoi aujourd'hui, qui est logé de façon idéale, peut-être 10-15% de la population. Et donc dans le parc existant, une maison peut devenir 3 appartements. Une maison peut être, sans changer de volume, reconfigurée et adaptée pour correspondre aux besoins d'aujourd'hui. Donc il y a un travail très fort de transformation, mais il va falloir que les gens l'acceptent. Vous posiez la question pourquoi est-ce que les gens n'acceptent pas la construction alors qu'il y a les besoins. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans la même position, ceux qui ont besoin, et ceux qui sont déjà logés et ceux qui sont déjà arrivés. Et on a une sorte... de rééducation. Non, pas de rééducation, mais c'est ceux qui votent pour le maire dans une commune sont ceux qui sont déjà là. Le maire, quand vous construisez des logements neufs, c'est pour ceux qui vont arriver. Et ceux qui vont arriver n'ont pas encore la capacité d'exprimer leur voix. Donc eux, ils voudraient bien venir, mais ils ne peuvent pas voter pour celui qui est susceptible d'assouplir les règlements d'urbanisme, ce qui permettrait de les accueillir. Par contre, ceux qui sont déjà là, ils se disent est-ce qu'on est trop nombreux ou est-ce qu'il y a encore de la place? Mais ils sont les seuls à avoir le vrai pouvoir. C'est le chat qui se mord la queue aussi. Le pouvoir démocratique. Voilà. Donc il y a une expression qui désigne ça, on est dans une sorte de démocratie du sommeil, c'est-à-dire qu'on vote là où on dort et on ne vote pas là où on vient travailler. Si vous venez travailler ici et que vous vous dites si j'habitais dans la commune où je travaillerais, peut-être que ce serait plus pratique, mais votre voix, en fait, pour aujourd'hui, elle ne peut pas être entendue parce que vous votez là où vous dormez, quelque part. Donc ça, c'est un sujet de fond. Mais finalement, ce réaménagement, parce que les chiffres sont quand même très parlants, une personne sur 3 logements,
C'était Je parlais des maisons sur les individuelles. maisons individuelles, à chaque fois, sur 3 maisons, on a une personne qui vit seule. Mais cette transformation, il faudrait qu'elle vienne à l'initiative de qui finalement? Qui est-ce qui c'est le propriétaire lui-même ou est-ce que pourquoi pas Forcément, cette personne, elle est un peu âgée. D'accord. Donc, qui peut l'aider? Sa famille, des professionnels, les élus, les politiques publiques. Clairement, en fait, quand on regarde bien, il y a ceux qui ne sont pas logés et ceux qui sont logés ne sont pas si bien logés que ça. Voilà. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de travail Peut-être de devant rééducation, ou en tout cas un travail de sensibilisation par rapport à ça. C'est dur pour tout le monde de quitter son logement quand on y a vécu. Pour les plus anciens, 20 ans, 25 ans, 30 ans, les enfants ont grandi. Et faire accepter à quelqu'un qu'il va falloir laisser sa maison de 120 mètres carrés, malgré qu'elle soit toute seule, cette personne, même si c'est pour pas adapté. peut-être partir sur une surface plus petite, de manière à créer 3 appartements, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Merci pour ces échanges, messieurs. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous votre vision des prochaines tendances. Alors bien sûr, avant de se quitter, on donne toujours quelques petits conseils à nos auditeurs. Qu'est-ce que peut-être vous pouvez leur préconiser en matière d'investissement, en matière de travaux? Une chose est sûre, c'est que plutôt qu'avoir le réflexe de déménager, je pense que déjà améliorer son propre logement, c'est déjà quelque chose de positif, que ce soit isoler son logement pour faire des économies sur ses consommations. On parlait d'extension, ça peut être également une solution parce que beaucoup de personnes ont des possibilités de faire des extensions. Je pense qu'on peut déjà commencer par là avant de penser à déménager parfois. D'accord. Réaménager son espace. David? Moi, je dirais que comme les choses sont assez difficiles à prévoir pour les années qui viennent, les modes de vie sont en train de s'éclater aussi. En fait, on voit plein de profils différents qui émergent dans leur façon de travailler, de télétravailler, même les besoins en termes d'habitat sont en train de se spécifier. C'est pas impossible qu'on aille vers un marché où on a une somme de tout un tas de niches différentes. Et donc, déjà bien adapter son logement à ses propres besoins, c'est l'adapter à toutes les catégories de personnes qui vous ressembleront et qui auront les mêmes besoins. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il faille essayer de chercher la tendance ou la mode du moment. Ce qu'on sait, c'est que la plupart des logements ne sont pas très bien adaptés, ne sont pas très confortables pour leur usage. Donc faire ce travail-là, ça va être bon pour vous-même, pour vos proches, et pas une mauvaise chose, je pense, d'un point de vue patrimonial pour la suite, quand vous le revendrez. D'accord, très bien. Sylvain? Le seul conseil que moi j'ai envie de donner, c'est toujours un peu le même, c'est de passer par des professionnels qui sont présents, c'est-à-dire professionnels de l'immobilier, diagnostiqueurs immobiliers, architectes. Voilà, il y a moyen aujourd'hui de faire appel à tous ces professionnels pour essayer de prendre la température, pour savoir un petit peu ce qui est le mieux à faire. Est-ce que c'est agrandir son logement, vendre, investir, sur quel secteur? Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui plusieurs façons de se renseigner, mais toujours faire appel à des professionnels qualifiés. Et voilà, on arrive au terme de cette première saison. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi tous nos épisodes. Merci à vous, chers invités, d'avoir été avec moi et d'avoir pu proposer plein d'échanges très enrichissants et bien sûr des débats tumultueux, j'ai envie de dire, à nos auditeurs. Merci Sylvain, merci David, merci Yannick. Merci Sabrina. D'avoir été avec nous. Merci aussi à notre partenaire chez Patissem qui nous a régalé tout au long de la saison. Et un grand merci bien sûr au groupe Diagadom qui nous accompagne et bien sûr qui est avec nous à l'initiative de ce beau projet de votre podcast C'est Carré. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle saison.